Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent l'ancien ministre, M. Mamadou Namouri Traoré. Monsieur le ministre, merci de comparaître pour la première fois devant le Grand Jury. Merci à vous aussi de m'avoir invité à ce Grand Jury. Je suis à votre disposition. Avec moi, justement, pour vous interroger ce soir, Eladji Chana Takiou du journal Le 22 septembre. Bonsoir, Chana. Bonsoir, Président. Abdraman Keita, directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir, Abdraman. Bonsoir, Barou. Je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous au Grand Jury. Déjà, monsieur l'accusé, votre observation sur la composition du jury devant vous juger ce soir. Il est bien composé. Je connais un des membres. Oui. Les autres, je ne les connais pas. D'accord. Mais je fais confiance. D'accord. Abdraman. Qui tu connais? Toi. Ah bon, ok. Abdraman, vous avez des attentes particulières aujourd'hui? Bon, les attentes sont les mêmes, oui. Comme avec tout le monde ici. D'abord, l'invité aujourd'hui, l'accusé, comme vous l'avez dit, il a d'abord un parcours. Donc s'il a un parcours, il a forcément laissé des traces. Nous voulons en savoir un peu beaucoup plus sur les détails de ce parcours-là qui a fait un moment grand bruit. Oui. Et ensuite, ce parcours lui a donné, en a fait certainement un repère aussi de la vie politique et de la vie de la nation tout court. Nous attendons à ceux qu'ils nous disent ses appréhensions, ses perceptions des tribulations que notre nation est en train de connaître depuis quelque temps. Chana, vos attentes? C'est un grand commis de l'État. Il a été révélé au grand public à la faveur de la transition dirigée par le Premier ministre Cheikh Mouroubou Diarra. Oui. À l'époque, ces décisions étaient très controversées. Nous aurons l'occasion de revenir certainement sur cette décision qui avait fait grand bruit à l'époque. Est-ce que vous voyez? Et bien sûr, il est diplomate également. Il a travaillé quand même dans le monde diplomatique. Nous allons lui demander aussi son regard par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, précisément ici au Mali. Et bien sûr, la mort de Gorbatchev, Gorbatchev, ce grand président de la Fédération russe qui a quelque part changé le monde. C'est l'occasion de lui poser aussi la question sur cette... Bref, nous attendons de lui l'honnêteté, la sincérité en disant les choses telles qu'elles sont, sans habillage, sans aucun habillage politique. On va justement vous laisser nous amener à l'Union soviétique. Monsieur le ministre, la Russie vient de perdre un grand homme, un homme d'État, Gorbatchev. Il y a des gens qui disent qu'il a transformé le monde. D'autres pensent qu'il a trahi la Russie, l'Union soviétique. Oui. Quelle est votre lecture sur la gestion de ce grand homme d'État? Bon, je ne peux pas prétendre juger, disons, l'action de ces grands hommes. Votre vision, votre point de vue. Mais je dois dire que quand il est arrivé aux affaires, il a entrepris ce qu'on a appelé à l'époque la perestroïka. La glasnost. Et la glasnost. La glasnost, c'est la transparence. Bon, russe, je ne suis pas russe, mais... Lui, c'est un russe, il a fait ses études en russe. Voilà, donc il a fait quelque chose. Et la perestroïka, je crois que c'est la restructuration. Je pense qu'il est tombé sur une économie purement étatique. Il a essayé de transformer cette économie en y mettant une dose de libéralisme et en donnant un rôle majeur au secteur privé. Alors naturellement, ça a entraîné des bouleversements énormes. Et comme le libéralisme économique ne peut pas aller sans un certain libéralisme politique, donc ça s'est accompagné aussi de réformes politiques. Et on a vu tout ce que ça a donné en ce qui concerne l'Europe de l'Est,
parce qu'il a desserré l'étreinte sur l'Europe de l'Est qui était complètement inféodée à l'Union soviétique, disons. Et donc, ça a donné la chute du mur de Berlin. Et les anciens pays de l'Est du bloc socialiste ont commencé à prendre le large, à s'émanciper de ce bloc socialiste, et donc à libéraliser leur système politique. Donc, il a laissé faire. Avait-il le choix? Je crois qu'il n'avait pas le choix. Mais il a quand même laissé faire, et on peut dire qu'effectivement c'est un homme qui a révolutionné le monde, puisque il a entraîné donc une espèce de révolution libérale dans les pays d'Europe de l'Est. Bon, de ce point de vue, c'est quelqu'un qu'il faut... Il a mis fin au bipolarisme. Exactement, et c'est quelqu'un qu'il faut saluer. Ouais. Mais en même temps, on peut dire aussi que sur le plan interne, c'était pas non plus la joie. J'ai eu l'occasion par hasard de visiter l'Union soviétique à l'époque. Je crois que c'était en 90. Et donc le système était là, c'est-à-dire il y avait l'économie étatique, les grands magasins avec le système disons collectivistes, socialistes. Et puis il y avait à côté ce qu'on appelait les entreprises privées. Je peux vous assurer que ça ne fonctionnait pas bien. Ça ne fonctionnait pas bien du tout. Abdraman, avant d'évoquer le fameux dossier des 160... Non, avant oui, justement. Non, on est bien sûr dans les généralités. On va laisser Abdraman poser une question de généralité aussi. Allez-y, Abdraman. Bon, moi, j'ai d'abord pour avoir plus de... pour en avoir le cœur net sur l'invité aujourd'hui. Oui. Je sais qu'il a été quand même candidat aux élections ratées, non? Du district. D'accord. Pas la présidentielle, hein? J'étais en train de me demander, est-ce que quelque chose m'a échappé? Nous, ça nous a pas échappé. Vous avez été candidat aux élections ratées du district, n'est-ce pas? Oui. Pour le compte du Sénas. Tout à fait. Je suppose que vous avez des attaches avec ce parti-là. J'avais. Vous n'en avez plus? Disons que j'ai pris ma retraite politique, disons ça comme ça. Ouais, mais vous restez quand même sympathisant? Mais j'ai la plus grande liberté. Disons, j'ai la plus grande estime pour celui qui dirige ce parti. Je suppose que pour autant vous n'avez pas renoncé à vos ambitions de diriger encore le district? Non, je ne suis plus dedans. Non. Alors, je ne serai plus candidat. Bon, qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré cette candidature? Et si vous pouvez nous dire un peu de ce que vous comprenez de ce district-là que vous avez voulu, dont vous avez voulu prendre les rênes à un certain moment. Écoutez, c'est quelque chose qui a été instantané. Ça m'a été demandé. Les jeunes du parti sont venus me voir. Ils m'ont demandé d'être candidat. J'ai dit, mais non, moi je n'ai pas de ce genre d'ambition. Ils m'ont dit, non, il faut vraiment être candidat. Nous cherchons un candidat parce que nous voulons composer une liste entièrement Sénas. Approchez-vous du micro. Ils m'ont dit, on veut une liste entièrement Sénas et vraiment on a besoin de quelqu'un qui peut porter cette liste. Et ils ont réussi à me convaincre. Mais en réalité, je n'étais pas... C'était sans conviction. C'était sans enthousiasme, disons. Ouais. C'était sans enthousiasme. Bon, c'est vrai que diriger le district de Mabo, c'est pas une mince affaire. Il y a tellement de problèmes à résoudre dans cette ville, dans ce district. J'avoue que... Notamment les problèmes fonciers. Les problèmes fonciers, les problèmes de salubrité, et disons, l'absence de perspective de développement de cette ville. J'aurais bien aimé faire ça, mais en réalité, c'était pas un engagement. C'est quelque chose qui m'a été demandé et j'ai accepté. J'ai accepté et j'étais prêt à faire le pari. Mais quand ça a été annulé, je dois dire que je ne m'en suis pas plaint. Donc on peut en déduire que votre vie d'homme public est terminée. Ça c'est difficile à dire parce qu'en réalité, homme public c'est quoi? C'est pas seulement le aux fonctionnaires, au militantisme politique. Je suis aussi dans la société civile.
je suis membre d'une association, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle le GRAIN, le groupe de réflexion, d'action et d'initiative. Ça s'appelle comme ça, GRAIN. Et donc avec d'éminentes personnalités, avec un président Moussadek Bali, avec beaucoup d'anciens ministres, d'anciens ambassadeurs. Et donc nous sommes actifs. Nous sommes actifs dans la réflexion et chaque fois que des problèmes se posent, nous donnons notre position, nous faisons le diagnostic et nous faisons des propositions. On l'a fait pour la Constitution, on l'a fait pour la loi électorale et on continue à réfléchir et à faire des propositions. Chana a une question. Oui, monsieur le ministre, avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais quand même que vous présentiez à nos téléspectateurs qui est Mamadou Namori Traoré, votre parcours scolaire et universitaire. Professionnel, j'allais dire. Votre parcours universitaire et professionnel, grosso modo, rapidement. D'accord. Alors, je suis donc, comme vous dites, Mamadou Namori Traoré. Je suis né à Bamako, j'ai grandi à Bamako, j'ai fait tout mon cursus scolaire jusqu'à l'enseignement supérieur à Bamako, jusqu'à l'ENA, que j'ai terminé en 1974. Et puis après, donc, je suis allé dans une institution qui s'appelait l'Institut de productivité et de gestion prévisionnelle, IPGP, qui a disparu depuis, et qui est donc un institut de gestion et un institut qui faisait de la consultation aussi pour les entreprises, pour les opérations de développement, etc. Et en même temps, qui faisait aussi de la formation. Et c'est dans cet institut que j'ai fait la formation en doctorat en gestion et économie appliquée, avec la collaboration de l'Université de Paris 9 Dauphine. Et puis, quand j'ai terminé, un jour, quelqu'un est venu me voir de la part d'un ministre de la Santé, je ne dirai pas son nom, pour me dire « Ah, le ministre cherche un économiste pour son département. » Je dis « Mais comment un économiste pour la santé, qu'est-ce qu'il va faire là-bas ?» En réalité, je venais de faire une thèse de doctorat sur la gestion des hôpitaux. Et donc, je n'étais pas très enthousiaste, mais je suis allé rencontrer ce ministre. Et on a bavardé, et j'ai tout de suite de la sympathie pour lui. C'était un homme d'une très grande humilité. Je ne dirai pas son nom pour ne pas l'embarrasser. Et au contraire, vous allez le flatter en disant son nom. Et donc, après cet entretien, je dis, bon, écoute, donne-moi un temps pour réfléchir. Il m'a donné un mois, il m'a dit, bon, dans le temps, on va voir un peu comment ça se passe à l'hôpital de Kati. Après, on en parlera. Et puis, pendant que j'étais dans les va-et-vient entre l'IPGP et Kati, un jour, il m'appelle, il me dit, bon, écoute, aujourd'hui, c'est oui ou non. Je dis, ok, on se lance. Et c'est comme ça que je suis arrivé au ministère de la Santé, dans une nouvelle structure qui venait d'être créée, qui s'appelait la Direction de la planification et de la formation sanitaire et sociale. Oui. Et donc, ma carrière administrative, disons, a commencé comme ça. Parce qu'entre-temps, je n'étais pas dans l'administration, j'étais dans un institut. Et ensuite, j'ai cheminé avec ce ministre qui a quitté son poste. Ensuite, un autre est venu. Je ne dirai pas le nom de cet autre non plus. Encore, hein? Allez-y. En plus, ce ministre est devenu Premier ministre. Et 6 mois après, je l'ai rejoint dans son cabinet. Modibo Sidibé, nous devinons déjà. Professeur ministre de la Santé, c'est Modibo Sidibé. Professeur Dembélé. Non, c'était le professeur Dembélé. Professeur Dembélé. Allez-y. Donc l'autre, c'était le docteur Ngolo Traoré. Okay. Voilà. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier le premier. Donc après, j'ai donc travaillé avec le docteur Mamadou Dembélé. J'étais son directeur de cabinet. Puis nous sommes revenus ensemble à la santé. Et puis après, quand il a quitté, j'ai rejoint encore le docteur Ngolo Traoré aux affaires étrangères, directeur de la coopération internationale. Oui. Jusqu'en septembre, je crois, de 1994. Oui. En septembre 1994, j'ai été débarqué. Et puis, bon, je suis resté quelque temps et puis j'ai eu des propositions d'offres de travail de la part du PNU, de la part de l'ambassade des Pays-Bas et puis de la part de l'USAID. Et finalement, je suis allé à l'ambassade des Pays-Bas. Et je suis resté là pendant 15 ans. 15 ans. 15 ans jusqu'à ma retraite. Jusqu'à ma retraite. D'accord.
Et quand j'ai pris ma retraite, au moment où je me disais, bon, maintenant je vais me reposer, un beau jour, quelqu'un m'appelle pour me dire, ah, puisqu'on va dire les noms maintenant, Cheikh Modibo Diarra cherche des cadres pour former le gouvernement. Il cherche des cadres compétents et je pense que tu en es un. Mais j'ai besoin de ton avis avant de lui dire, de lui passer ton nom. Je lui ai dit textuellement ceci. Je lui ai dit, bon écoute, j'ai refusé d'autres offres. Qui est cet intermédiaire-là? Je ne vous le dirai pas. Allez-y. Je ne vous le dirai pas. Allez-y. Et donc, j'ai dit, bon, en d'autres circonstances, j'aurais refusé. Mais le pays est en train de tomber. Et personne n'a le droit de tourner le dos. Je suis d'accord. Parce que j'ai envie d'aider ce pays à sortir de cette situation. Voilà. Justement, hein, Abdraman l'a si bien rappelé, hein, pendant votre passage au ministère de la fonction publique en 2012 déjà, vous avez bien laissé des traces. Hein. Parmi ces traces, c'est la radiation des 263 fonctionnaires. Vous avez décidé de prendre cette lourde responsabilité de radier 263 fonctionnaires. Et par la suite, l'histoire vous a donné tort. Hein. On a vu que le tribunal a décidé de les réintégrer à la fonction publique. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que j'explique pourquoi j'ai fait... Oui, si c'était à refaire, est-ce que vous allez... de dire que oui, si c'était à refaire, avait besoin de cadres compétents durant cette période de transition et que personne ne devrait refuser. Vous n'avez pas refusé, vous êtes venu. Au lieu d'agir correctement, vous avez passé par l'abus de pouvoir. Hein? Abus de pouvoir. Oui. En radiant des centaines de Maliens qui ont intégré la fonction publique. Vous êtes devenu un vrai tribunal. Allez-y. Allez-y. Alors, je m'explique. Je m'explique. Je crois que je l'ai fait déjà. Je l'ai fait devant l'Assemblée nationale. Et le monde entier a écouté. Tous les Maliens ont écouté. Tous les Maliens ont compris. Nos téléspectateurs n'ont pas écouté. Ah, c'est dommage. La dernière instruction, c'est pas ici. Hein? Oui, allez-y. Et donc, voilà ce qui s'est passé. C'est l'instance suprême. Oui. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Un jour, mon chauffeur me dit, je ne dirai pas son nom, Monsieur le ministre, décidément, je vais vous quitter bientôt. Je dis, ah bon? Mais pourquoi? Il me dit, mais je vais rejoindre la douane. Ah, je dis, c'est très bien, c'est magnifique. Alors, il dit, ah, c'est parfait. Vous, en tant que ministre de la fonction publique, hein? Oui. Et donc, je dis, ben, c'est parfait, alors, quand est-ce que tu vas? Il dit, ah, j'attendais vraiment que vous soyez installé, et après, bon, je vais vous demander la permission de partir. Je dis, mais tu as ma permission. Si tu vas à la douane, c'est une bonne chose pour toi. Et puis, 2 jours après, il vient me voir et me dit, ah, monsieur le ministre, ça ne marche pas. Je dis, mais comment ça ne marche pas? Il me dit, mais on refuse que je rejoigne la douane. Je dis, mais comment ça, on refuse? Il me dit, mais un service du ministère des Finances, il y a quelqu'un là-bas qui refuse que moi j'aille à la douane. Je dis, mais pourquoi? Je dis, bon, écoute, je vais essayer de voir ça avec le secrétaire général. Je suis monté à mon bureau, j'ai demandé au Ségal. Je dis, mais est-ce que tu peux saisir cette personne-là par écrit pour lui dire d'autoriser mon chauffeur à rejoindre son poste? Il a fait ça, la lettre. La réponse est venue, non. Je dis, mais c'est quoi ça? Alors, le chauffeur s'est fâché. Oui. Il m'a sorti une liste comme ça. Il me dit, voilà, vous voyez, lui-même, il a son frère qui a été affecté à la douane. Et moi, il refuse. J'ai pris la liste, j'ai regardé. Qu'est-ce que je vois? Des décisions de recrutement d'agents contractuels signées en 2011, mais prenant effet en 2009. Comment? Eh oui. Authentique. Et en remplacement de gens, j'ai regardé la liste, je dis, mais c'est quoi ça? C'est des Espagnols, c'est des Cubains. En fait, c'était des Cubains. En remplacement de ces Cubains-là, qui étaient venus en assistance technique, donc qui ont été recrutés comme contractuels, et qui, bon, donc partaient. Et donc pour les remplacer, on recrute des gens.
Alors, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis monté avec ça voir le Sénégal. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il me dit, ah, monsieur le ministre, ça, ce n'est que le bout de l'iceberg. Demandez au directeur de la fonction publique, il va vous expliquer. Le directeur de la fonction publique est venu. Il me dit, monsieur le ministre, regardez bien cette décision. Vous ne verrez pas mon paraphe dessus. Effectivement, j'ai regardé. Quand un service fait un projet d'acte, le directeur du service met son paraphe pour dire qu'il atteste que ça vient de lui et qu'il approuve le contenu. Ce n'était pas le cas. Il dit, vous voyez, tout ça a été fait au cabinet ici. J'ai écrit pour dénoncer cet état de fait. Pour toute réponse, je n'ai eu aucune réponse. Donc, je ne pouvais rien faire. J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, mais combien de personnes sont concernées? Il m'a dit, mais je vais vous faire la liste. La liste est venue 2 jours après. J'ai regardé. Alors, un petit rappel historique. À vrai dire, les contractuels, il y en avait beaucoup qui étaient recrutés dans le passé, surtout, je crois, depuis 1994 ou 1998, mais ils étaient surtout dans les cabinets ministériels, parce qu'à l'époque, on avait fait la réforme des cabinets ministériels pour créer les secrétariats généraux et les cabinets. Les secrétariats généraux, c'était des fonctionnaires, c'est-à-dire le secrétaire général et les conseils techniques. Et les cabinets, c'était le chef de cabinet, le chef de cabinet et les chargés de mission. Et beaucoup parmi eux n'étaient pas des fonctionnaires. Mais on acceptait comme ça et on leur faisait des contrats et tout. Mais on avait aussi recruté plein de gens comme contractuels. Oui. À la fin, l'UNT m'a dit, mais on ne peut pas avoir dans l'administration des gens avec des statuts différents. Donc ce que nous proposons, c'est qu'on intègre les contractuels dans les corps de fonctionnaires correspondant à leur formation ou à leur expérience. Oui. Mais on arrête de recruter des fonctionnaires à partir de cette date-là. Des contractuels à partir de cette date-là. Oui. Les contractuels, dorénavant, ça ne va être que des chauffeurs, des plantons, des secrétaires, enfin des agents subalternes. Subalternes. Voilà. Et donc, c'est comme ça que 7000 contractuels de l'État ont été intégrés dans la fonction publique. Oui. Et beaucoup de contractuels des collectivités territoriales ont aussi été intégrés dans les corps correspondants de la fonction publique territoriale. Mais la date limite, c'était 2009. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Et donc, ces gens-là ont été recrutés. C'est un poste daté. Oui. Entre avril 2011 et décembre 2012. Mieux que ça, pour cacher la chose, on a pris donc des numéros matricules déjà utilisés. C'est comme toi, si on prend ta carte d'identité, on donne ça à quelqu'un d'autre. Le numéro matricule du fonctionnaire, c'est ça, c'est sa carte d'identité. Donc on a pris les cartes d'identité, des numéros de matricule, on a attribué à ces gens-là. Les numéros matricules déjà utilisés, on a attribué à ces gens-là. Et c'est comme ça qu'on les a intégrés. D'abord dans les corps ABC, ce qui était interdit. Qui a signé ce acte-là? Quel ministre a signé ce acte? En tout cas, c'est pas moi. Allez-y, on va. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc, ces actes ont été pris entre avril 2011 et mars 2012. Vous comprenez? Et donc, tous ces gens-là ont été recrutés de façon complètement illégale, avec des actes de recrutement antidatés. Oui. Et je vais passer sous silence les conditions dans lesquelles beaucoup ont été recrutés parmi eux. Mais vous pouvez imaginer. Contre espèce. Voilà. Ouais. Okay. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai eu cette liste entre les mains, j'ai passé de nuit blanche. C'était sur ma table. Ouais. J'ai passé de nuit blanche en me disant, mais bon sang, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou bien je ferme les yeux et en ce moment j'ai honte toute ma vie, ou bien je prends la mesure. Parce que pendant ce temps, j'ai mes parents qui viennent me voir, mes amis qui viennent me voir, voilà, ton fils est là, le machin est là, il faut l'intégrer. Moi je disais non, la loi c'est la loi.
la seule façon d'intégrer la fonction publique, c'est le concours d'entrée. Et je découvre que il y en a qui ont trouvé des portes d'entrée dérobées. Oui, mais Abdraman a une question Monsieur d'éclaircissement sur ce point précis. Voilà. Parce que Monsieur le Allez-y. ministre, Oui. en plus de ce qu'il a dit que l'histoire vous a donné tort, je ne sais pas l'histoire vous a donné, en tout cas la justice vous a donné tort. Je pense également que pas seulement la justice, mais aussi le temps vous a donné tort, puisque je me rappelle que les motifs évoqués pour les radier à l'époque, c'était qu'il n'y en avait ni le besoin, ni les moyens. Et Non, que- c'était pas ça. Ah, si, je vous ai entendu. Non, Je non, vous ai, non, je- non, je j'ai vous ai- jamais dit je ça. vous ai entendu parler de besoins Non, et de moyens. J'ai toujours dit Or- l'administration recrute en fonction, mais ça c'est la règle. Ouais. L'administration Or- recrute en fonction des besoins et de ses moyens. Or, on les a intégrés, à cause d'eux, ils sont restés, ils ont demeuré et les moyens ne se sont pas posés. Non, c'est pas Dans ça ce la cas, question. oui. La question c'est, était-ce des recrutements légaux ou illégaux? C'était ça la question. Oui, d'accord. Voilà. Bon, Et donc je viens de vous expliquer le processus. puisque vous n'avez plus Ouais. le choix et que la justice a décidé de ça, quelle impression cet épisode vous a laissé de la justice malienne? Moi je ne ferai pas de commentaires sur la justice malienne. Mais, Je ne ferai récemment, pas de commentaires sur la justice malienne. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Moi, je vous ai dit, j'ai gardé ces dossiers-là sur ma table pendant des semaines. Avec l'insomnie. Et je vais vous dire pourquoi je me suis décidé. Oui. Un jour, il y a une personne, dont je ne dirai pas le nom évidemment, qui me connaît, qui est venu avec le dossier de sa fille, en disant voilà, ma fille est là, il faut la recruter. J'ai dit non, je ne peux pas la recruter. Il faut qu'elle se prépare pour le concours d'entrée. Il me dit ah, tu sais, le concours d'entrée, ça ne marche pas. D'ailleurs, dans notre quartier, il y a quelqu'un qui travaille dans un service financier. Il a payé 4 millions. Il m'a dit à tout le monde. Et quelques temps après, il est venu nous montrer un arrêté d'intégration de sa fille dans la fonction publique. Le dossier était sur ma table. Oui. J'ai dit, mais dis-moi son nom. Il m'a dit le nom. Je me suis levé. Je suis allé sur la table. J'ai parcouru la liste. Le nom était dessus. Je dis, ah oui, je vois. Il me dit quoi? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit non, rien. Ensuite, c'est à partir de ce jour-là que je me suis dit non, c'est pas possible. C'est trop d'injustice. Et j'ai pris ce dossier, j'ai été voir Cheikh Moulibo Diarra. Et je lui ai expliqué. Quand j'ai fini, évidemment, il était en fureur. Il a dit, mais c'est pas possible. Il faut non seulement les radier, mais il faut aussi intervenir une action en justice contre ton prédécesseur. Ah, donc la décision de les radier vient du Premier ministre alors. Attendez. oui, mais Oui, celui mais qui a motivé, inspiré par le ministre. hein, ouais. il fallait avoir Oui. son autorisation. Attendez. Oui. Donc, j'ai dit, bon, écoute, on peut les radier, mais l'action judiciaire, permets-moi d'aller demander l'avis du président de la Cour suprême. Dès que j'ai quitté son bureau, je suis allé chez le président de la Cour suprême. Je l'ai appelé en route, j'ai dit, j'arrive. Je suis arrivé, il m'a accueilli à la bas de l'escalier. On est monté dans son bureau, en tête à tête, je lui ai dit, voilà ce que j'ai comme dossier. Je lui ai dit, voilà ce que le Premier ministre m'a dit. Il me dit, non, tu sais, tu peux les radier. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin de les poursuivre. C'est ceux qui leur ont donné de l'argent qui vont les poursuivre. Le président de la Cour suprême. Tapili à l'époque. Moi, je n'ai pas dit le nom. Oui, J'ai allez-y. dit le président de la Cour suprême. Oui. C'est quand je suis sorti de son bureau que j'ai appelé le déclarant. J'ai dit, bon, écoute, viens et fais-moi Une décision de radiation. une décision de radiation. Et ça a été fait. Ça a été fait à 16h. J'ai signé à 16h. À 18h déjà, la ville bruissait de sang. C'est sûr. Et bon, les gens ont commencé à s'agiter. Jusqu'à me menacer dans ma vie. Et pendant près de 2 ans, j'ai presque soumis ma famille à des menaces de mort.
il y avait une escouade de policiers devant ma porte pendant 2 ans, armés jusqu'aux dents. Parce que ces gens-là, Ils rôdaient. Jusqu'au jour où ils m'ont suivi sur la route du champ. Sur où? La route du champ. Sur la route du champ, à l'ACI 2000, ils m'ont barré le chemin. Ils ont voulu m'agresser. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Moi je crois que je n'ai pas fait d'actes illégaux. Maintenant, vous me demandez qu'est-ce que je pense de la justice. Oui. Moi je ne dirai rien sur la justice, mais je vais simplement dire une chose. L'argument qu'ils ont utilisé, c'est que quand un droit acquis dépasse 2 mois, c'est une jurisprudence française. Vous ne pouvez plus le mettre en cause. Ils ont eu de bons avocats. Oui, peut-être. Oui. Peut-être. Et l'État n'a pas eu peut-être un bon avocat. Ou bien l'État ne s'est pas payé un bon avocat. Parce que l'État aussi avait un avocat. D'accord. Oui. Normalement, cette jurisprudence s'applique quand les droits sont acquis de toute bonne foi. De façon régulière. Non, de toute bonne foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est sur de la manière base, frauduleuse. si c'est sur la base de la fraude, il y a même un article du statut général des fonctionnaires qui est très clair là-dessus. Nul ne peut se prévaloir Sa propre utilité. de droits indûment acquis. Ça c'est écrit noir sur blanc. En clair, le droit n'a pas été dit dans ce dossier selon vous. Moi je ne dirais pas ça. Allez-y, Chana. C'est pour redresser, Oui. c'est pour redresser cette histoire, je pense, aujourd'hui, qu'ils ont imaginé une gestion intégrée, n'est-ce pas, des ressources humaines des collectivités et territoriales et de l'État. Et aujourd'hui même, je pense que le Premier ministre a lancé un processus qui s'apparente à une sorte de contrôle physique. Il y a un grand contrôle. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cela. Non. Bon, aujourd'hui même, ça a été lancé. Il y a une gestion intégrée des ressources. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce processus-là? Puisque ça peut réveiller quand même. D'une telle initiative. Cette initiative peut réveiller de vieux dossiers. S'il y a un contrôle. La présence de fonctionnaires fictifs, par mais c'est exemple. clair, effectivement, comme surtout sur les faux diplômes sur lesquels vous avez beaucoup aussi parlé dans le passé. J'ai vu les traces. Il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un projet comme ça, de gestion intégrée? Je ne connais pas ce projet. J'ai entendu parler comme vous, je ne le connais pas très bien. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'en réalité, l'emploi public, normalement, est ouvert à tous les citoyens qui en ont les compétences. Et c'est pour ça que le statut général des fonctionnaires est très clair. Lorsque des emplois publics sont vacants, on les publie. On les publie de manière à ce que tous ceux qui peuvent y prétendre fassent acte de candidature. Et la règle, c'est la compétition. D'accord. Voilà. Allez-y, c'est ce que je peux dire. Monsieur le ministre, vous avez été diplomate pour avoir siégé sur la colline de Koulouba aux affaires étrangères durant de longues années et pour avoir collaboré avec l'ambassade des Pays-Bas. Aujourd'hui, le Mali est en crise. Notre diplomatie s'active ça et là. Une plainte du Mali même est introduite au niveau des Nations Unies contre Paris. Et qu'est-ce que vous pensez vraiment de notre orientation diplomatique aujourd'hui, en tant qu'ancien diplomate? Ça, c'est une question très difficile. Très, très difficile. Et à mon avis, un pays doit s'efforcer d'être en bon terme avec l'ensemble des pays du monde. Bon, malheureusement, je dois dire que nous avons été victimes. Le Mali a été victime d'abord d'un embargo injuste. Tous les termes ont été utilisés pour ça, illégal, illégitime, c'est la vérité. Normalement, la CEDEAO devrait se contenter de nous exclure de ces structures, de ces instances,
et puis de dire qu'ils ne soutiendront pas éventuellement une candidature malienne à des postes, etc. C'était ça. C'est tout ce qu'il y a dans les statuts de la CEDEAO. Ni l'embargo commercial, ni surtout ni les frontières fermées, ni l'embargo financier. Et d'ailleurs, tout le monde le sait maintenant, puisque ça a été divulgué partout, il y a un article de la BCEAO qui interdit formellement de donner au gouverneur de la BCEAO de répondre à une quelconque injonction politique d'un État, enfin d'un dirigeant, a fortiori d'un dirigeant étranger. Donc tout ça fait que, bon, nous sommes effectivement dans une position de défensif. Et entre-temps, effectivement, il y a eu des malentendus énormes avec l'ancienne puissance coloniale, des mots mal à propos échangés. Et ça fait que, bon, nous sommes effectivement dans une situation où on est du côté maintenant de la Russie. Et malheureusement, à ce moment précis, la guerre avec l'Ukraine éclate. Et donc, nous sommes d'un côté de l'histoire, si tu veux. Je ne dirais pas du mauvais côté, mais en tout cas, nous sommes d'un côté de l'histoire. Et ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose vraiment beaucoup de problèmes par rapport à un pays comme les USA, qui dit que, bon, tous ceux qui veulent collaborer avec la Russie, bon, on va prendre des sanctions pour eux, contre eux, etc. Bon, il faut, je pense, à partir d'un certain moment, essayer de... mettre balle à terre, hein? Je dirais, disons, c'est peut-être l'expression, mettre balle à terre, mais en tout cas... de normaliser. Non? Essayer de normaliser nos relations, surtout avec les pays développés, qui sont nos pourvoyeurs d'aide. Je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai été directeur de la coopération internationale. Je sais que une grande partie de nos programmes d'investissement sont financés par les bailleurs de fonds. Bon, il y a bien sûr des bailleurs multilatéraux qui ne sont pas dans le domaine politique, comme la Banque mondiale, etc. Mais un bailleur comme l'Union européenne, c'est un bailleur important. Et malheureusement, c'est aussi un bailleur politique. Et donc, nous sommes en front avec eux, et ça, ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut, à un moment donné, essayer de... Je cherche de l'expression. Tu as dit balle à terre. Normaliser. Normaliser, mais je veux dire... bon... Peut-être laissons la balle à terre. Voilà. Allez-y, calmer le jeu. Voilà, calmer le jeu. Voilà, quelque chose comme ça. Oui. Allez-y, effectivement, cette tendance, comme il l'a dit, quoi, si on ne mettrait pas balle à terre, jusqu'où ça pourrait nous mener? Puisque, regardez, par exemple, lui, il s'est limité à parler de... Puisqu'il n'y a pas seulement les accusations de la France, il y a également le retrait de troupes françaises qui étaient là et de toutes les troupes étrangères pratiquement. Il y a la MINUSMA qui est pratiquement menacée. Vous avez des soldats ivoiriens qui sont en détention ici au Mali. On a des problèmes avec la Côte d'Ivoire voisine. Il y a les relations qui sont rompues avec le G5 Sahel. Vous voyez, il y a même une certaine tendance à refuser même les résolutions de l'ONU, que ces résolutions s'appliquent à ces pays-là. Selon vous, si on persiste dans cette voie, jusqu'où ça pourrait nous conduire? Bon, qu'à Dieu ne plaise, j'espère qu'on ne va pas aller jusqu'à la rupture définitive avec tout le monde. La communauté internationale. Ouais. Mais je dois dire qu'il faut quand même serrer les problèmes. Pour ce qui est de l'armée française, ce n'est pas le Mali qui a demandé à ce que la France parte. C'est la France qui a décidé de partir. Il faut être clair là-dessus. Maintenant... Parce qu'il y avait une certaine hostilité. D'accord. Il y a aussi la difficulté de cohabiter avec, comme vous l'avez dit, les Russes. On a créé les conditions de leur départ. Mais toujours est-il que moi je considère que la responsabilité première d'un pays, d'un gouvernement, d'un État, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. On ne peut pas sous-traiter ça. Exactement. Et donc, je pense que l'armée française était comme... Une armée d'occupation. Une armée d'occupation. Elle était perçue comme telle. Elle était perçue comme telle, et bon, elle avait une liberté de manœuvre, et ce n'était pas coordonné avec les nôtres. Je ne suis pas spécialiste de des questions de défense, mais je vois que c'était ça. Et donc ça, il fallait le changer. Et je pense qu'eux-mêmes ont tiré les leçons de ça, parce que maintenant, ils disent, on va redéployer notre dispositif militaire. Avec le Niger, nous ne serons plus en position, disons, offensive. Nous serons derrière les armées
nationales. Nous allons équiper les armées nationales, nous allons les entraîner, nous allons les aider par le renseignement et tout, mais nous n'irons plus nous-mêmes faire le combat. C'est un peu ça. Ils auraient dû commencer par ça. Et il n'y aurait pas eu de difficulté avec le Mali. D'accord. Je passe. Monsieur le ministre, autre temps, autre mœurs, il y a 10 ans de cela, vous avez été Non, ministre. il n'a pas terminé. La question intéressante, Oui. il a sérié l'armée française de l'autre cas, l'autre aspect de sa question. C'était quoi l'autre aspect? Oui, le G5, l'ONU, tout ça là, jusqu'où ça peut nous aller. Oui, il dit de sérier les deux. G5, ce que j'ai compris, c'est que effectivement, normalement, la présidence tournante revenait au Mali. Bon, il y a eu des manœuvres pour empêcher le Mali d'accéder à la présidence tournante. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Si on ne vous considère même pas, qu'est-ce que vous faites? Peut-être que la mesure est excessive, mais en tout cas, c'est une réaction tout à fait normale. Je pense que ça on ne peut pas reprocher au gouvernement malien d'avoir pris ce genre de décision. Si on ne te respecte pas dans une organisation sous-régionale, alors que normalement vous devriez être le maître du jeu, non, vous quittez. Et les résolutions de l'ONU? Laquelle résolution de l'ONU? La dernière résolution de l'ONU c'est le Mali. C'est la question des droits de l'homme. Déjà, Déjà, le Mali n'entend pas se soumettre. Permettre. Non, ce que j'ai compris, encore une fois, je ne suis pas dans les affaires, hein, donc vous me posez des questions comme si j'étais dans les affaires. Non, c'est qu'on pense. Vous avez un regard extérieur, Vous suivez au moins l'actualité. Votre expérience Ce que j'ai compris, c'est que la MINUSMA, c'est la MINUSMA qui veut se donner le droit d'aller mener des enquêtes partout. Ouais. Ce que le gouvernement a demandé, c'est que ce soit coordonné avec le gouvernement malien. C'est tout. C'est ce que le gouvernement a demandé. Maintenant, est-ce que ça a été accepté? Je pense que la résolution de l'ONU est passée outre ça. Mais ça va créer effectivement des tensions avec la MINUSMA, parce que si la MINUSMA... Je pense que non, le Mali avait demandé de faire lui-même des enquêtes. D'accord, Donc, mais je veux dire... De faire lui-même des enquêtes. D'accord, mais à ce moment, bon, si la MINUSMA veut passer par-dessus la tête du Mali pour faire des enquêtes... Mais c'est quand même... Non, nous interpellons vraiment un spécialiste des relations internationales qui a eu à gérer la coopération internationale. Est-ce que ces questions-là, telles que des résolutions de l'ONU, il peut y avoir opposition du pays auquel ces résolutions s'appliquent et comment? Quelles sont les voies par lesquelles on passe? Est-ce que c'est des résolutions? C'est un mandat qu'on a confié à la MINUSMA. C'est une résolution qui confie ce mandat à la réalité. C'est une résolution. Je ne suis pas sûr que ce soit une résolution. Bon, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement du mandat. C'est le renouvellement du mandat et on a inclus ça dans le renouvellement du mandat. Mais si clair, le Mali n'est pas d'accord, le Mali peut très bien dire non. On n'est pas d'accord avec ça. Ça aussi, c'est l'expression de la souveraineté du pays. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, en tant qu'ancien ministre d'une transition malienne, globalement, quel regard, jugement vous portez sur la conduite de cette transition par les autorités actuelles, globalement? Est-ce qu'il y a un satisfait Dans ce cas, bon, moi, j'ai fait partie d'un gouvernement de transition. Oui. Effectivement, c'est vrai. Mais je dois dire que j'étais très frustré pendant cette période-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il y a eu les événements de 2012, dès que le pouvoir était par terre, je pense que le réflexe normal aurait dû être, mais bon sang, qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation-là? Pourquoi on est dans cette situation? Pourquoi des soldats se mutinent au point de venir attaquer le palais du président et le déposer? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans nos institutions? On n'a pas voulu faire cet exercice-là. Pourtant, il y a des gens qui l'ont proposé. Des gens qui ont proposé qu'on fasse... La concertation nationale. Exactement. Oui. Et on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On s'est dit non, c'est un accident de parcours. Bon, on va faire du replâtrage. Le président est parti, donc on met le président de l'Assemblée nationale à sa place. Et puis, on fait comme si de rien n'était. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, cette fois-ci... La preuve, 7 ans après, nous voilà dans la même situation. Et cette fois-ci, il ne faut pas rater cette échéance-là. Et moi, je l'ai écrit plusieurs fois. Il ne faut pas quoi? Il y a eu quand même des assises nationales. Il ne faut pas rater cette échéance.
Il ne faut pas rater cette opportunité, je veux dire. Oui, l'opportunité, elle a été déjà saisie avec les assises nationales. C'est pour ça que moi, je suis d'accord à ce qu'il y ait eu les assises nationales. Je ne sais pas si ça... Mais elles l'ont été, hein? Elles l'ont été. Et que ça débouche sur des propositions de réforme en profondeur de la gouvernance du pays. Oui. Je suis d'accord avec ça. Et je suis d'accord qu'on revisite notre constitution, qu'on revisite notre loi électorale, pour qu'il n'y ait plus de violence post-électorale, parce que les gens ont presque oublié que c'est la violence post-électorale qui a entraîné toute cette vague de protestation qui a mis fin au régime précédent. C'est quand il y a eu des contestations que les gens sont descendus de la rue. Et donc, il faut revisiter tout ça. Faire en sorte que lorsqu'on va mettre en place les institutions, que les institutions fonctionnent, qu'il y ait des contre-pouvoirs et qu'on n'ait plus jamais affaire à une rupture de l'ordre constitutionnel. Ça, c'est ce que cette transition doit faire. On va laisser la parole. Monsieur le ministre, vous êtes économiste. Oui. Vous êtes économiste. Et nous vivons une crise économique sans précédent aujourd'hui au Mali, avec l'inflation, et les prêts, parce qu'il y a le gouvernement a emprunté de l'argent pour payer des dettes. Une semaine après, il s'est mis encore sur le marché de l'UMOA pour 270 milliards. Est-ce que vous êtes de ceux qui sont favorables pour qu'on s'endette pour se développer, sinon pour répondre quand même à certains besoins socio-économiques? Mais quand un pays n'a pas suffisamment de ressources propres pour financer son développement, il est bien obligé de s'endetter. Mais c'est ce qu'on fait quand on a recours à la Banque mondiale, à la BOAD, à la BAD. Mais tout ça, c'est des prêts. Tu me diras, c'est des prêts à des conditions douces, c'est-à-dire des conditions constitutionnelles avec des différés et des taux d'intérêt bas, mais c'est quand même des prêts. Maintenant, vous parlez des emprunts. Des emprunts sur le marché monétaire. Oui, monétaire. À mon avis, tous les pays font ça. Tous les pays ont recours. Le Sénégal fait même 1000 milliards. Voilà, on est plus ambitieux, on est à 270 milliards. Tous les pays font ça pour pouvoir financer des dépenses à court terme, mais après ils remboursent. Et après ils reviennent encore sur le marché. Puisque vous ne pouvez pas, en un moment donné, rassembler toutes vos recettes pour payer toutes vos dépenses. Donc vous êtes obligé d'avoir recours aux prêts bancaires ou bien au marché financier. Il a changé de fréquence. Parce que vous parlez en parlant de la transition actuelle. Et moi, j'aurais pu lui demander ce qu'il pense à la réalité de la gouvernance actuelle, puisqu'il est très attaché aux questions de gouvernance. Là, vous avez parlé comme si les problèmes que nous connaissons aujourd'hui nous viennent du fait que la transition précédente à laquelle vous avez participé était inaccomplie. Mais c'est mon avis. Cela revient à dire qu'en réalité, le temps de cette transition n'est pas suffisant pour préparer un bon retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que vous voulez nous dire. Non, je n'ai pas parlé de temps. J'ai dit qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Mais il faut un temps pour faire ce qu'on doit faire. Parce qu'une transition, monsieur le ministre, une transition par essence est une transition et de courte durée. Ça ne peut pas être un mandat. Combien de temps qu'est-ce qu'on peut faire? Combien de temps a duré la transition de 91-92 14 mois. Mais en si peu de temps. Mais ce sont des transitions qui sont intervenues dans des contextes différents. Ce n'est pas du tout la même chose. La transition est intervenue avec une mutinerie et une transition est intervenue avec des soulèvements populaires ne sont pas les mêmes choses. Et la situation votre transition était intervenue à la suite d'une mutinerie. Ça aurait pu ne pas être intervenu et c'est intervenu à quelques encablures du transfert effectivement du pouvoir par celui qui était en place. Donc vous parlez comme si vous êtes en train de nous dire qu'il faut donner le temps à cette transition-là d'interroger les problèmes qui ont conduit au renversement de ce régime pour mieux s'armer et affronter
un nouvel ordre constitutionnel. C'est ce que vous voulez me dire ou bien quoi? Écoutez, en 91-92, vous avez bien dit, il y a eu soulèvement populaire, il y a eu renversement de régime, mais en 14 mois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la conférence nationale. Effectivement, parce que le contexte s'y prêtait et tout le monde s'était entendu. D'accord, la conférence nationale. C'était pas la même chose. La conférence nationale. À la suite de quelle conférence nationale? On a décidé d'élaborer une constitution, une nouvelle constitution, une nouvelle loi électorale, une nouvelle charte des partis politiques. C'est ça qui a été fait. Et on l'a fait. L'harmonie sociale à l'époque s'y prêtait. Mais aujourd'hui, on va aussi l'écouter. Il faut écouter. Oui, d'accord. Parce que les gens aiment trop comparer les transitions alors qu'ils ne sont pas dans le même contexte, ce n'est pas le même environnement. Je suis d'accord. Si tu me laissais terminer, peut-être qu'on... Allez-y, monsieur le ministre. Donc, on a fait tout ça en 14 mois. Tout ça en 14 mois. Et en plus, on a organisé des élections municipales. Bon, tu me diras, il n'y avait pas beaucoup de communes, c'est vrai. Il y avait 19 communes. Mais on a organisé des élections législatives et on a organisé des élections présidentielles. Et on valait à peine 10 millions d'habitants en Mali. Qui n'ont jamais été contestées. Et je peux vous dire une chose. Ces élections ont coûté en tout et pour tout 2 milliards 400 millions. On valait à peine 10 millions d'habitants au Mali. Mais je dis bien 2 milliards. Après les élections qui sont déroulées, c'était des dizaines de milliards. Vous voyez. Donc, ça a été fait comme ça. Vous dites, en 2012, il y a eu une mutinerie. Mais cette mutinerie est révélatrice d'une malgouvernance très profonde. La corruption avait gangréné tout le pays. Je vous donne les justement, qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance actuelle? Qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance actuelle? Je vous ai expliqué ce qui s'est passé à la fonction publique. Non, je vous ai expliqué ce qui s'est passé à la fonction publique. C'était devenu un marché aux emplois là-bas. Et la gouvernance actuelle, qu'est-ce que vous en pensez? La gouvernance actuelle? Oui. C'est-à-dire dans quel domaine? Donc, là, dans cette transition. Parce que si qu'elle est vertueuse? Vous voyez, même la fonction publique a des difficultés avec l'UNTM maintenant. Est-ce que vous nous voyez actuellement sur un chemin meilleur que ce que vous avez décrit? Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train de faire des réformes. Et ces réformes, il faut les faire. Maintenant, quand vous parlez de gouvernance, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je parle de corruption. Comment est-ce que la justice est en train de se passer? Comment les marchés publics sont en train d'être passés? Comment vous voyez la situation? Vous savez ce que ça veut dire gouvernance? Il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce que les choses bougent? Bon, moi je pense honnêtement qu'il y a beaucoup plus de transparence maintenant qu'avant. En ce qui concerne les passations de marché, je pense que les passations de marché sont publiées dans la presse. Maintenant, les conditions d'octroi des marchés, ça, je ne peux pas entrer dans ce domaine parce que je ne suis pas dans les affaires, je ne connais pas. D'accord, nous sommes malheureusement... Mais vous ne connaissez pas, sinon voilà. Vieux. C'est le ministre. Non, j'entends des rumeurs comme vous, mais je n'ai pas de... Moi, j'entends pas de rumeurs, mais les faits. Monsieur le ministre... Moi, je n'ai pas de faits. Moi, je parle de faits. Nous sommes malheureusement... Je dois poser une dernière question. Allez, une petite question, si vous voulez. Oui. À l'entame, vous avez dit que vous êtes membre du Grain, au sein duquel il y a d'imminentes personnalités, Moussadek Bali ou autres. Là, souvent, vous faites de grandes analyses. Quel est l'objectif de ce Grain-là? Qu'est-ce que vous apportez pour la gouvernance, pour notre démocratie? Nous faisons nos propositions pour améliorer la gouvernance du pays. Vous le faites à qui? C'est sur les réseaux sociaux qu'on le voit? D'abord, on le fait, chaque fois qu'on fait un document, on le fait parvenir aux hautes autorités. Même récemment, on a fait des propositions sur la Constitution qu'on a fait parvenir à la commission chargée de la rédaction de la nouvelle Constitution, au président de la commission en tout cas. Oui. Voilà. Et donc, on se prononce sur toutes ces questions-là. Est-ce que vos propositions sont souvent prises en compte par... vous avez l'impression que c'est... Moi, j'ai l'impression qu'on nous écoute. J'ai l'impression, par exemple, quand nous avons fait une interview sur le chronogramme de la transition. C'est après ça qu'on a eu un chronogramme de la transition. Je ne dis pas que c'est ça qui a été le facteur déclencheur, mais au moins on l'a dit publiquement, on ne peut pas rester comme ça dans ce jeu de chat et la souris, il faut publier un chronogramme. Et ça a été fait. Monsieur le ministre, nous aussi on ne peut pas rester comme ça sans rendre un verdict après les débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury... Vraiment, non, malheureusement, oui. Il y a
ma véritable dernière question. Il a écrit un livre intitulé Le Mali, le paysan et l'État. Malheureusement, Chara, oui. Est-ce que l'État en une ligne, qu'il nous parle de cet ouvrage-là. Vraiment, c'est le Mali, le paysan et l'État. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce titre? Le Mali, le paysan et l'État. En 30 secondes. Je demanderai ce qu'il a pu faire aux paysans depuis. En 30 secondes, allez-y. Ce qu'il a pu faire aux paysans. Ce bouquin a été écrit par 3 auteurs, ou 4 auteurs. Malheureusement, 2 ne sont plus parmi nous. Khalid Amélé et Moussa Sissi. Ah, c'est un grand professeur. Oui, voilà. Donc, et le survivant et moi, on est chose. Youssouf Gaïkébé, c'est un économiste, un brillant économiste qui a terminé sa carrière au ministère de l'économie et des finances. D'accord. Ce qu'on a voulu dire, c'est que l'État ne fait pas ce qu'il faut pour que le paysan puisse jouir du fruit de ses labeurs. Voilà, c'est ça qu'on a voulu dire. D'accord. Et il faut, pour ça, changer les rapports entre l'État et le paysan. Voilà. En attendant, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes dans les secrets. Nous sommes dans les secrets de la délibération. Pas de secret. Bon, effectivement, moi, j'avais dit au départ qu'il a un parcours et qu'il a une référence. Et très sérieusement, c'était un riche parcours et ça devrait normalement se refléter sur la référence, le statut de référence dont je l'avais crédité au départ. Et force est de reconnaître que par rapport à nombre de questions, je n'ai pas vu transparaître vraiment cette référence, ce repère à qui je devais me référer par rapport à beaucoup de choses qui traversent le pays actuellement. Et je pense qu'il est l'une des rares personnes à ne pas avoir des appréhensions sur la gouvernance actuelle, puisque les gens ne voient pas les choses se passer dans la transparence que lui il a décrite. Somme toute, j'étais venu vraiment avec de bonnes intentions, puisque je l'ai vu par le passé. J'ai suivi certaines de ses interventions et d'autres de ses oui, je les trouve beaucoup plus tranchants, beaucoup plus poignants que cela. Peut-être que l'âge a fait son travail, ou bien peut-être le contexte aussi actuel que nous vivons aujourd'hui a pu influencer et atténuer ses ardeurs et sa poigne. Et je ne puis que vous dire de le mettre en sursis. Chana. Merci, Monsieur le Président. J'ai retrouvé vraiment celui que j'ai connu en tant que personnage public, cet homme rigoureux, courageux, qui dit les choses telles qu'elles sont, sans aucune crainte. C'est vrai, par rapport à la gouvernance, Abdraman, tu dis que... Oui, Abdraman, bien sûr. C'est Chana qui a la parole, allez-y. La gouvernance, peut-être qu'il n'a pas dit ce que tu voulais entendre par rapport à la gouvernance. Avec courage, il pense que c'est une bonne gouvernance. C'est son point de vue que nous pouvons ne pas partager. Mais il a dit avec courage que cette gouvernance, elle est bonne, d'après lui. C'est son point de vue. Donc, il en a parlé. Il a parlé des questions de gouvernance. Est-ce que vous voyez? Ça peut ne pas plaire à certains, mais c'est son point de vue. Selon lui, la gouvernance actuelle, elle est bonne. Elle est bonne. Donc le débat pourrait continuer ailleurs. Oui. Mais parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation très difficile, où certains ont même peur de dire, de critiquer bien sûr la gouvernance, ou même de la soutenir publiquement. Ils préfèrent la soutenir dans des grains, dans des petits carrés autour là, ne pas dire ce qu'ils pensent de la gouvernance. Ce sont des militaires. Certains grands intellectuels, certains cadres ont honte de soutenir les militaires même s'ils font bien. Est-ce que lui, c'est un grand cadre, docteur en économie, qui estime que la gouvernance actuelle, elle est bonne. Celui qui le dit, ce n'est pas moi. Donc je pense qu'il a dit son point de vue par rapport à la gouvernance. Et le livre qu'il a écrit, il a synthétisé tout à l'heure
ce qu'il voulait dire par le livre là, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Le paysan souffre de tous les temps. D'accord. Le paysan souffre. Hier comme aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore pire aussi avec le déficit d'engrais que nous connaissons sur le marché. Je pense qu'il a dit sa part de vérité. Oui. Il faudrait l'acquitter. En tout cas, au bénéfice de ces deux réquisitoires un peu contradictoires. Pas forcément contradictoires, hein, mais complémentaires. Ah, jamais. Oui, j'ai la faiblesse. Ce savoir différent, mais complémentaire. Complémentaire. J'ai la faiblesse de m'aligner derrière le dernier réquisitoire pour libérer purement et simplement l'accusé des liens de l'accusation. Vous êtes acquitté. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Mais je dois dire que vous êtes un jury très dur, avec des questions très difficiles à répondre. Mais bon, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Ça a été aussi une occasion de clarifier un certain nombre de choses. Je pense que, bon, en d'autres temps, je ne serais pas rentré dans les détails de ce que j'ai fait en fonction publique. Mais puisque vos questions étaient tellement frontales et directes, j'ai donné quelques éléments, mais pas tout. Hein. Sans concession. Sans concession. Je n'ai pas tout donné. Hein. D'accord. Il y a plein d'autres choses que j'aurais pu dire, mais bon, je préfère les laisser. D'accord. C'est sur cette réserve qui prend fin ce numéro de votre émission. Les grands jurys qui recevaient comme invité M. Mamadou Namouri Traoré. Il est ancien ministre de la Transition sous le Dr Choguel, du gouvernement de Dr Pas Choguel Maïga, Cheikh Modibo Diarra en 2012. Au revoir.